Si ton business stagne, ce n'est pas un problème de contenu, ce n'est pas un problème d'ads ou d'équipe de vente, c'est simplement que tu ne comprends pas ton audience. Dans cette masterclass en live avec mes élèves, je te montre exactement comment comprendre ton avatar client. En analysant ton audience, en faisant une étude de marché et une analyse de concurrents, pour pouvoir détailler précisément ton avatar client, pour savoir quel contenu créer pour l'attirer naturellement et savoir comment lui parler en appel de vente pour qu'il l'achète sans effort. C'est pas de la théorie, c'est un plan d'action étape par étape que tu peux utiliser pour tes propres clients si tu es growth creator ou pour ta propre offre si jamais tu es créateur de contenu. Et c'est exactement la même méthode que j'utilise pour mes clients qui m'a permis de leur générer plus d'1 million d'euros et que mes élèves utilisent pour eux-mêmes générer des millions d'euros avec leurs clients. Justement, là, à 13h30, j'ai un call avec un prospect. Ça lance bien. Ah ouais? Dans quelle niche? Ouais. C'est préparation mentale pour le basket. Et il fait un accompagnement sur 90 jours avec les jeunes pour les aider à partir aux US, réaliser leurs rêves. Ouais, voilà, je vais parler avec lui, voir sa situation et voir si je peux l'aider. Trop stylé, mec. Trop stylé dans une niche assez ciblée. C'est cool. Préparateur mental pour basketteur, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup. C'est le seul sur lequel je suis tombé dans toutes mes recherches. Ok, donc étude de marché. Commençons par l'étude de marché de base. En général, je la classifie en 4 sections différentes. Tu as créateur spécifique. Donc, ouais, tu as la première qui est créateur spécifique, où là, on va vraiment se baser sur le créateur et ça va être justement toute cette étude de marché. On va poser des questions à l'audience, où l'audience va concrètement nous dire ce qu'elle a besoin, etc. Donc, c'est tout ce qui va être story. Enfin, bref, on va en parler juste après. Mais j'ai déjà écrit les 4 qu'on peut faire, psychographique et démographique. Donc, si on prend la première, étude de marché, créateur spécifique, justement, c'est tout ce qui va être demandé. En fait, c'est concrètement, c'est demander à l'audience ce qu'elle a besoin et c'est l'audience qui nous dit concrètement, ah bah j'ai tel problème, c'est ça ma situation actuelle, c'est ça ma situation désirée, c'est ça mon gap, donc c'est ça les obstacles que je rencontre pour passer de ma situation actuelle à ma situation désirée. Et c'est vraiment poser des questions à l'audience. Donc, en général, on va poser 5 questions différentes. Je pourrais t'envoyer un document justement qui détaille comment, en gros, faire cette étude de marché-là. Et en général, on va utiliser les stories du créateur où on va directement faire un sondage en story. Toutes les personnes qui réagissent, on les recontacte et ensuite en DM, on leur pose des questions et pour encore aller plus loin dans cette démarche, on prend des appels avec toutes ces personnes-là où du coup on va approfondir chaque sujet, donc leur situation actuelle, leur situation désirée, leurs obstacles, problèmes, etc., etc., pour vraiment comprendre concrètement ils en sont où, ils veulent aller où, comment est-ce qu'on peut les aider, qu'est-ce qu'ils ont besoin, combien est-ce qu'ils seraient potentiellement prêts aussi à payer pour pouvoir avoir nos services. Et ça va vraiment passer par discuter en fait avec l'audience et comprendre ce qu'ils ont besoin directement. Et c'est l'étude de marché la plus puissante. Dans le cas où le créateur a déjà une audience, dans la plupart des cas, ça sera le cas. Pour Stéphanie, elle s'appelle? Ouais. Justement, pour Stéphanie, elle a déjà une audience. Et vu qu'elle fait un contenu qui est très ciblé et qui parle uniquement à cette audience-là, elle aura des réponses qui seront assez précises. Enfin, les personnes qui la suivent sont déjà des personnes qui ont les problèmes que Stéphanie est capable de résoudre. Et donc, si jamais on lui pose ce genre de questions, ça sera simple de comprendre en gros ce qu'elle a besoin. Faire ce petit dessin, je pense que tu l'as déjà vu, Marc, aussi. En gros, tu as un petit bonhomme. Ouais. Ça, c'est Avec le feu au milieu. Ouais, en gros, c'est ça. Mais là, tu as la situation actuelle de ton prospect. Donc, ça, c'est l'audience du créateur. Et le but de l'audience, c'est justement de pouvoir passer. Donc, imaginons que là, il y a du feu ou peu importe. Ça, c'est sa situation actuelle. Ça, c'est sa situation désirée. Là, il a un cadeau ici. Il veut aller récupérer. Il veut passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Mais le problème, c'est que justement, il ne sait pas comment faire et il y a ses flammes au milieu. Il ne sait pas comment y arriver. Donc, ça représente tout ce qui va être ses problèmes, ses doutes, ses pensées limitantes, etc. Toutes ces choses, c'est les choses qu'on cherche à comprendre. Donc, toutes ces, je sais pas, les problèmes, les doutes, les pensées limitantes, la situation actuelle, la situation désirée, etc. C'est des choses qu'on cherche à comprendre chez notre prospect, chez l'audience du créateur. Et une fois qu'on comprend toutes ces différentes parties, on va non seulement comprendre comment est-ce qu'on peut lui parler, de quelle manière on va s'adresser à lui. Par exemple, chaque problème va pouvoir devenir un contenu qu'on va pouvoir créer. Chaque doute va pouvoir devenir un contenu. Chaque pensée limitante va pouvoir devenir un contenu. Dans sa situation désirée, peut-être qu'il va nous dire qu'il veut plus de, j'en sais pas, liberté, je sais pas moi, liberté géographique, liberté, peu importe ce qu'il veut. Dans le cas de l'audience de Stéphanie, ça va peut-être être qu'elle ne veut plus avoir de douleur au niveau de sa rupture, qu'elle veut revenir dans un état normal où elle se sent bien. Donc, toutes ces différentes choses qu'elle pourra nous dire, l'audience, c'est des choses qu'on pourra utiliser dans la création de contenu et qui nous permettra aussi de créer un produit qui soit adapté aux besoins de l'audience. Une fois qu'on a toutes ces différentes informations et qu'on comprend du coup les problèmes, doutes et pensées limitantes et la situation actuelle et la situation désirée du prospect, on va pouvoir se poser des questions de comment est-ce qu'on leur permet de bridge the gap, donc de passer au-dessus du gap. Ça, on appelle ça le gap. Donc, en gros, c'est le trou, l'espace, enfin bref, juste le trou, quoi, en gros, par-dessus lequel ils doivent passer pour arriver à leur situation désirée. Et pour résoudre ce gap, on a besoin d'un MVP qui représente le minimum viable product.
Et en gros, ce minimum viable product, dans le cas où par exemple Stéphanie, elle connaît son domaine, elle sait comment aider les femmes qui sont dans cette situation actuelle à passer à cette situation désirée. Et du coup, elle va comprendre en fonction des problèmes, doutes et pensées limitantes de l'audience, quel type de MVP elle peut créer pour pouvoir aider cette audience à traverser ce gap. Et en gros, le but de cette première étude de marché, la créateur spécifique, c'est vraiment de comprendre tous ces différents aspects. Situation actuelle, situation désirée, le gap qui représente les problèmes, doutes, pensées limitantes, etc. Tout ce qui empêche en gros l'audience de passer de la situation actuelle à la situation désirée. Et de comprendre aussi le MVP qu'elle va pouvoir créer pour son audience. Si jamais l'audience, toutes les personnes dans l'audience, je sais pas, il y a 40 personnes qui répondent, on prend des appels avec 10 personnes et chacune des personnes nous dit alors moi, mon problème, c'est que je suis en couple avec une personne qui est toxique ou j'en sais rien, bref. Je dis une connerie, j'en ai aucune idée de ce que Stéphanie va exactement proposer, mais que tout le monde nous répète le même problème, on sait que ça va être un sujet important dans l'accompagnement et qu'on va devoir résoudre ce problème en priorité, faire des modules, par exemple, de vidéos en priorité sur ce problème-là, etc. Et en fonction de ce que l'audience a besoin, on va pouvoir combler l'audience en lui donnant ce qu'elle a besoin. Et ça représente, enfin, toutes ces choses qu'on va récupérer au niveau des problèmes, doutes, pensées limitantes, situation actuelle, situation désirée, ça va non seulement nous servir pour pouvoir créer le MVP, donc le produit, en gros, la première version du produit, minimum viable product, jusqu'à créer la version finale du produit, mais ça c'est quelque chose qu'on fait en continu, on va constamment chercher à comprendre la situation actuelle, situation désirée, etc., le gap, etc. Donc ça va nous permettre de créer la première version du produit, mais ça nous permet aussi de marketer notre offre, ça nous permet de comprendre de quelle manière on va faire nos ads, de quelle manière on va faire notre création de contenu, quel type de vidéo on va faire, qu'est-ce qu'ils ont besoin dans la création de contenu. Si jamais la personne nous dit que son problème c'est que, je sais pas, je vous prends l'exemple d'un coach business, problème de l'audience, elle ne sait pas comment générer de l'argent en ligne. Qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? Comment générer de l'argent en ligne? Et ça va résoudre un des problèmes de l'audience qui fait qu'on sait qu'on va attirer des personnes qui ont ce problème-là. Parce que si on fait une vidéo qui explique comment le résoudre, forcément les personnes qui vont le regarder, c'est des personnes qui cherchent à résoudre leurs problèmes. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment la première étude de marché qui nous permet de comprendre comment créer son MVP, comment servir l'audience, comment créer du contenu, quel type d'ads on doit faire, enfin bref, qui nous permet de comprendre énormément de choses. C'est vraiment la partie la plus importante. Et justement, pour pouvoir faire cette étude de marché créateur spécifique, on va simplement demander à l'audience, on va poser des questions à l'audience, donc demander à l'audience ce qu'elle a besoin, etc. Et on va utiliser pour demander à l'audience des stories, les discussions en DM et des calls. Voilà. Est-ce que le formulaire est intéressant dans cette partie-là aussi? Ouais, exactement. Par exemple, tu vois, là, les questions que je disais qu'on peut poser en DM, on peut très bien leur envoyer un Tally à ce moment-là et ils vont répondre à ce Tally, donc répondre à ce formulaire Tally ou Typeform ou Google Form, peu importe, mais Tally c'est gratuit et c'est très bien. Donc disons Tally, tu peux leur envoyer ce formulaire avec 5-6 questions dedans et tu demandes à chaque personne de remplir ce Tally. Et du coup, toi, ça te permet d'avoir toutes tes informations qui sont stockées dans un seul et même endroit. Et puis voilà. Puis ensuite, toutes les personnes du Tally, peut-être dans le Tally, tu vas aussi demander, je ne sais pas moi, le numéro de téléphone. Et du coup, tu peux ensuite les recontacter sur WhatsApp et leur proposer une visio, donc leur proposer un call en visio. Et puis dans ce call en visio, tu peux leur poser des questions, approfondir chaque chose, parce que forcément, dans le formulaire Tally, ça va leur casser les pieds de répondre, parce qu'ils doivent écrire, ça leur prend du temps, etc. Pour eux, c'est chiant. Donc on va récupérer qu'un certain niveau d'information. Et surtout, par exemple, certaines personnes, elles vont commencer à écrire quelque chose, mais ça va être des choses un peu en surface. C'est comme dans un appel de vente. Quand on veut vendre quelque chose, on va chercher à comprendre les problèmes profonds de l'audience, les problèmes profonds du prospect qu'on a en face de nous, les désirs profonds du prospect qu'on a en face de nous, etc. Parce que en tout cas dans du B2C, c'est sur ce genre d'émotions, sur ce genre de choses profondes qu'on va pouvoir vendre. Et là, c'est la même chose. Pour notre étude de marché, si jamais la personne elle est trop en surface, ça ne va pas représenter vraiment ce que la personne a besoin. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin d'un call visio, parce qu'en visio, par exemple, si jamais on se rend compte que c'est trop en surface, on peut poser des questions comme pourquoi, dis-moi un peu plus, enfin bref, juste approfondir chaque situation, chaque chose que la personne nous dit pour comprendre davantage. J'ai une question peut-être un peu bête, mais le, le compte Instagram, du coup, il faut que j'y ai accès alors, du coup. Ouais, exactement. Le mieux, c'est que tu y aies accès. Ok. Tu pourrais ne pas y avoir accès et que ça Ouais. fonctionne quand même, mais le mieux, c'est que tu puisses y avoir accès. Dans le cas où la créatrice ou le créateur est vraiment réticent à ce niveau-là, maintenant, il y a ManyChat.
Enfin, tu peux utiliser ManyChat, Bah, mais c'est chiant. son compte est très business, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a que une seule thématique, là, séparation, sauver son couple, etc. Je vois pas ce qui serait dérangeant. Mais bon, je pose une question comme ça, là. Ouais, bien sûr. Mais après, tu vois, par exemple, pour les stories aussi. Story, toi, tu vas lui donner script, tu vas lui donner la manière de poster, tu vas lui montrer des exemples, mais tu vas pas faire les stories pour elle. C'est-à-dire que les stories, elle va les réaliser elle-même. C'est elle qui sait comment elle fait son branding, comment elle fait ses beaux visuels, etc. Et elle va vouloir elle-même créer son propre contenu. Tu vas jamais venir créer des choses pour elle. Mais par contre, tu lui dis comment le faire. Tu lui dis comment, mais tu fais pas pour elle, en fait. Dans toutes ces choses-là, la partie la plus importante, ouais, ciao, mec. Ciao, Odilon. Allez, ciao, ciao. T'as Passez intérêt à une bonne closer. Moi, je frérot. ciao, ciao. Ciao, ciao. Dans toutes ces choses-là, story, DM, call, visio, ton unique but, c'est d'amener des gens en call. Et il y a un truc duquel je ne parle pas encore, c'est que là, je parle de comment demander à l'audience, mais il faut aussi demander au client. C'est-à-dire que si jamais la personne, elle a déjà vendu une offre, qu'elle a déjà des clients, même si jamais c'est sur un low ticket, même si jamais c'est sur un autre produit qui est plus ou moins similaire à ce qu'on va vendre, les clients, c'est des personnes qui ont déjà acheté. Donc, c'est les personnes qui ont pris la décision de nous faire confiance pour acheter, et c'est les personnes les plus importantes à qui poser des questions. Même encore plus important que l'audience, parce que eux, ils ont déjà fait le pas d'acheter. Donc, je vais essayer de résumer tout ça à la suite de la présentation là, pour que ce soit bien explicite pour elle, pour qu'elle comprenne la démarche, quoi. Donc là, c'était ta première. Après, il y a niche psychographique et démographique. Faut que je lui explique ça aussi. Bah, si jamais tu veux vraiment approfondir le truc et puis aller vraiment en détail dans les choses pour qu'elle comprenne la valeur de ce que tu proposes, tu peux, ouais. Mais en gros, ce que ça veut dire niche spécifique, c'est juste, par exemple, enfin, ça va être compliqué pour moi de comprendre exactement sa niche, mais c'est, tu as toujours une première niche dans laquelle tu as une sous-niche, puis ensuite tu as une sous-niche. Enfin, c'est pas hyper important. Les plus importants, ça va toujours être psychographique et créateur spécifique. Et créateur spécifique, c'est vraiment le plus important. Mais niche spécifique, c'est juste comprendre exactement dans quelle niche elle est. Dans le cas où, par exemple, je sais pas, je te prends l'exemple d'un coach business growth rating, comme moi et Adrien, par exemple. On est dans la niche business. Ensuite, on est dans la niche business en ligne, qui est une sous-niche de la niche business. Même au-dessus de business, il y a peut-être comment gagner de l'argent, entre guillemets. Ensuite, il y a la niche business, business en ligne. Ensuite, il y a business en ligne dans l'infoprenariat. Ensuite, il y a business en ligne dans l'infoprenariat où on travaille au pourcentage avec les créateurs, blablabla, blablabla, jusqu'à comprendre vraiment la sous-niche qu'il y a en dessous. Mais ce n'est pas forcément hyper important. C'est juste parfois quand les gens ils ont un problème de positionnement et qu'ils sont trop larges, il faut les nicher. Et donc, ou bien parfois ils sont trop nichés, mais ça c'est très rare, ça n'arrive quasiment jamais. Et dans le cas où ils sont pas assez nichés, il faut les nicher. Et du coup, il faut comprendre dans quelle niche on va les mettre. Et en gros, c'est juste comprendre c'est quoi la niche de base. C'est comme, j'avais entendu cette phrase qui m'avait beaucoup marqué et que je trouve hyper pertinente. C'est par exemple Iman Gadzhi ou Yomi Denzel, etc. Au début, ils cherchaient à expliquer à la niche du dropshipping que sa manière de faire du dropshipping est la meilleure manière de faire du dropshipping. Et à l'heure actuelle, bon, je crois qu'il n'est plus dans le dropshipping, mais à l'heure actuelle, il explique à l'entièreté du marché du business en ligne que faire du business en ligne, c'est la meilleure manière de faire de l'argent en ligne. Enfin, que ensuite le dropshipping, c'est le meilleur business pour faire de l'argent en ligne. Et qu'ensuite, sa méthode de dropshipping, c'est la meilleure manière de faire de l'argent. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire par là. Je me suis un peu perdu dans mes Ouais. mots. Ah ouais, en gros, ça se niche, ça. On Mais, descend des niveaux. Mais c'est juste qu'au début, quand tu commences, quand tu as une audience comme Stéphanie qui a 4000 abonnés, 5000 abonnés, quelque chose comme ça, elle n'est pas encore si grande que ça. Elle ne peut pas se permettre de vouloir parler à l'entièreté du marché. Dans le cas de Stéphanie, ça ne sera pas un problème. Mais il y a certaines fois, il y a des gens, ils veulent juste coacher. Je sais pas, par exemple, l'autre jour, j'étais en train de parler avec un mec qui a monté une boîte, qui a monté une marque, qui a ensuite passé en e-commerce, qui s'appelle Morphée. Et je veux lancer un accompagnement avec lui parce qu'il génère globalement des chiffres aberrants avec sa marque. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas lancer un accompagnement en ligne où on aiderait d'autres personnes à lancer une marque similaire à Morphée. Et le problème, c'est que quand j'ai commencé à discuter avec lui, il me disait, mais moi, je veux aider des startups, peu importe le domaine, peu importe le truc, je veux juste aider des marques, des startups à lancer leur business. Ça, il m'a dit, c'est dans ça que je suis bon. Sauf que si jamais on veut cibler les startups, c'est tellement large. Il y a des startups dans la tech, il y a des startups dans tellement de trucs différents. Donc, c'est juste pas possible. Et du coup, j'ai dû lui faire comprendre que si jamais il voulait être successful, il fallait qu'il aille dans son domaine qui est les marques qui ont du sens, les marques de produits physiques qui ont du sens, qui ont pour but d'aider les gens à changer leur vie parce qu'il vend en gros des produits physiques de méditation, de différents sujets comme ça.
pour lui expliquer qu'il fallait qu'il se niche dans ça pour pouvoir être pertinent. Et pour pouvoir attirer une audience qui allait lui faire confiance à lui directement plutôt que de faire confiance à quelqu'un d'autre. Parce que plus on veut aller large, plus on a de la concurrence, plus c'est compliqué de se faire une place, etc. etc. Donc c'est juste cet aspect-là de comprendre, ok, est-ce que Stéphanie elle est suffisamment nichée ou pas? Je pense que oui. Alors, moi, j'ai mais, une question. ouais. Pendant la discussion avec Stéphanie, tu verras si tu as le temps de regarder le Fatum, à un moment donné, on était en train de discuter un peu ICP et en gros, là, elle proposerait soit de sauver son couple, tu vois, une offre pour éviter la séparation ultime, ou bien carrément traverser le divorce, tu vois. Le problème, c'est quand on est à la phase du divorce, quoi qu'il arrive, tu es obligé d'un avocat. Tu es obligé d'avoir un avocat, donc tu es obligé de payer, tu vois, pour connaître les règles juridiques. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se concentrer sur une offre avant d'atteindre cette phase de tu es obligé de contacter un avocat pour plutôt être un peu coach pour sauver ton couple, tu vois. Du coup, on se niche plus sur avant que pendant la crise, quoi. Je sais pas, c'est une question. Je pense que les gens ils vont mettre beaucoup plus d'argent pour sauver leur couple que pour divorcer, que pour se remettre d'un divorce. Parce que, comme je disais, justement, c'est cet aspect de... Attends, je vais faire un dessin, ce sera encore mieux. Mais tu as vraiment cet aspect de ça, c'est dans les émotions d'une personne, ça c'est genre, je me sens normal. Ça, c'est je me sens pas bien, en gros. Et là, je me sens super bien. Hop. Dans l'offre de se remettre d'un divorce, on va juste vendre le fait de revenir à la normale. Et du coup, les gens, ils vont pas forcément pouvoir... Enfin, je pense pas qu'ils investiront la même somme que si jamais on leur proposait, par exemple, de passer de pas bien à super bien ou de normal à super bien. Dans le cas où ils sont en train de se divorcer et que ça va pas bien et que ton offre, c'est sauver un divorce, tu as justement cette partie-là, de passer de pas bien à super bien. Les gens, ils vont être prêts à payer beaucoup plus cher pour ça, je pense, que pour pas bien à normal, quoi. Qui serait Et une du coup, offre qui vise à... ton ICP, il se transforme un peu plus sur le couple que la personne seule. Et pour une question financière aussi, c'est plus avantageux de gérer ça à deux que toute seule. Je sais pas. Oui et non, parce que je pense que tu vois, dans le cas de l'offre de Matt Hens, qui aidait justement les hommes en situation de divorce à récupérer leur femme, en gros, sur le marché anglophone, là, qui est une offre qui est montée à 500K de CA mensuel. Lui, il aidait les hommes. Je pense que dans le cas où tu commences à chercher ce genre d'accompagnement, tu te rends compte que c'est ta faute que tu es en train de te divorcer. Et je pense que c'est quand, par exemple, dans le cas de Matt Hens, il va coacher les hommes à redevenir la meilleure version d'eux-mêmes, une version d'eux-mêmes que leur femme va continuer d'aimer, une version d'eux-mêmes qui a confiance en eux, une version d'eux-mêmes qui fait du sport, etc., etc. Redevenir une version d'eux-mêmes que leur femme va apprécier et va aimer. Et du coup, récupérer leur couple de cette manière-là. Et du coup, si jamais on cible les femmes, parfois, dans certains divorces, c'est l'homme qui décide de partir, entre guillemets, parce que la femme fait des choses qui ne lui conviennent plus. Et donc, dans l'idée de coacher une femme qui est en situation de divorce et qui veut récupérer son mariage, c'est justement la femme qui comprend qu'elle doit travailler sur elle pour pouvoir récupérer son mariage. C'est pas en travaillant sur le couple. Enfin, il y aura probablement une partie comment travailler en couple sur ça. Ok. Bon, de toute façon, moi, je lui ai fait comprendre que son ICP, c'était elle-même du passé, hein, comme on avait discuté ensemble, c'est-à-dire une jeune femme avec ou sans enfant dans la trentaine, quoi. Ouais, clairement. Écoute, de toute façon, son ICP, c'est elle du passé, ouais. Donc voilà. Mais je pense que l'offre, justement, passer de pas bien à super bien, elle sera plus simple à vendre que l'autre. Ouais, ça se défend bien. Quelles les questions sur niche spécifique? En vrai, c'est pas compliqué, hein. C'est juste quelle niche on cible, est-ce qu'on est suffisamment niché ou pas, est-ce qu'on est trop niché ou pas. Faut juste avoir une niche où on est quand même bien niché et où on peut se faire une bonne place et où c'est simple de vendre. Niche, ça veut dire aussi, je sais pas si tu cibles niche et avatar client, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans le cas où tu es dans une niche où tu vas être par exemple dans aider les étudiants à avoir leur bac, j'en sais rien, je dis une connerie, mais aider les étudiants à avoir leur bac, les étudiants qui sont avant leur bac, qui sont mineurs, et ils n'ont pas de thunes, donc c'est compliqué d'aider des étudiants avant le bac à avoir leur bac. Enfin, ils auront pas de thunes à investir dans ce que tu fais, donc c'est aussi comprendre est-ce qu'on cible la mauvaise niche ou pas. Et juste c'est une question de positionnement en fait. Dans le cadre, parce qu'il faut que je bosse là sur une offre pour un joueur de poker. Dans le cas du poker, la niche et l'ICP, c'est quoi? C'est plutôt des hommes, j'imagine. Qu'est-ce que t'en penses? Je dirais des hommes entre 25 et 35 ans, ou peut-être 20 et 35 ans, quelque chose comme ça, 20 et 40 ans. Je dirais 20 et 35 ans parce qu'en général, les gens qui vont se lancer dans le poker, c'est pas des gens qui ont déjà une vie avec des gosses, etc. C'est vraiment des gens qui n'ont pas encore de situation familiale. Donc je dirais des hommes, principalement parce que les femmes en général sont un peu plus rationnelles
émotionnels, un peu moins débiles. Donc, ils vont pas aller se mettre dans des jeux, entre guillemets, casino pour pouvoir gagner leur vie. Ouais. Bon, bah, si jamais YoViral, par exemple, tu vois, ça pourrait être un exemple que tu peux aller voir pour pouvoir t'inspirer. Mais si jamais tu cherches, par exemple, quand tu cherches des concurrents dans n'importe quelle niche, bah, pose-toi la question de quelle question se poserait l'audience dans le cas où elle voulait s'éduquer sur le poker ou sur n'importe quoi, tu vois, en fonction de la niche. Bah, en général, elle va écrire comment se lancer dans le poker, comment devenir bon en poker, comment apprendre le poker. Ouais. Comment gagner de l'argent grâce au poker. Et tu peux chercher toutes ces questions sur YouTube. Quand tu cherches ce genre de choses sur YouTube, tu vas automatiquement tomber sur des vidéos qui vont répondre à la problématique que tu as cherchée. Comment se lancer dans le poker. Enfin, si jamais tu écris comment se lancer dans le poker sur YouTube, tu vas tomber sur des vidéos qui sont écrites en mode comment se lancer dans le poker en 2025. Comment se lancer dans le poker. La meilleure méthode pour se lancer dans le poker, etc. Et tu vas trouver plein de concurrents, plein de vidéos qui marchent aussi. Par exemple, quand tu dois faire une stratégie contenu pour un client et que tu cherches à comprendre ce que tu peux faire comme contenu, tu peux même travailler avec ChatGPT. Fais ta fiche ICP où tu auras justement un peu les mêmes informations que ce que tu as dans ton étude de marché créateur spécifique, où tu vas comprendre les problèmes, désirs, etc. Et c'est une fiche complète qui détaille l'entièreté de tout ça. Tu peux envoyer ça dans ChatGPT et demander à ChatGPT, écris-moi, je sais pas moi, 10 questions que quelqu'un poserait dans YouTube pour pouvoir s'informer sur ce domaine-là. Il va te sortir 10 questions ou tu peux demander 100 questions. Ensuite, tu cherches chacune de ces questions sur YouTube et tu vas voir que plein de concurrents font des vidéos sur ça. Tu trouves les vidéos les plus successful avec des logiciels comme il y a un truc là pour comprendre quelle vidéo marche bien sur YouTube. Je ne sais plus le nom, mais si jamais je pourrais te l'envoyer. Et une fois que tu es une fois que tu trouves les vidéos les plus successful, tu vas analyser leur miniature, tu vas analyser leur titre et tu fais refaire les mêmes vidéos à ton créateur de contenu. Mais ouais. Parfait. Ok. Très bien. Ça me paraît clair en tout cas. Mais passons du coup à la psychographic. Mais en gros, psychographic, c'est comprendre les biais psychologiques de l'audience. C'est aussi en parlant de problèmes, de doutes, de pensées limitantes, ça va être comprendre la psychologie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de quelle manière réfléchit l'audience. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je suis pas très... Enfin, je ne vais pas forcément aller... je vais faire la même chose que psychographic dans créateur spécifique, mais C'est ce que psychographic... j'allais dire. Ça se rejoint un peu là, toute la partie problème, doute, Oui, pensée exactement, mais limitante. c'est On est vraiment d'aller là-dessus. encore plus profondément là-dedans. Je vais te donner un exemple. C'est-à-dire, il faut faire une étude sociologique de ton audience. C'est chaud quand même. En fait, mais tu fais ça aussi avec l'IA. Tu vas t'aider aussi ce que tu vas poser comme question à l'audience, ça va te permettre de mieux comprendre cet aspect psychographique. Mais c'est vrai, en soi, c'est une des parties les plus importantes parce que c'est comprendre de quelle manière ils réfléchissent. Dans mon avatar client à moi, quand il s'agit d'accompagner des gens en growth rating, par exemple, je sais que c'est un peu ma version du passé. Et donc, je vais commencer à me poser des questions sur comment est-ce que je réfléchissais dans le passé. C'était quoi mes différents biais psychologiques? C'était quoi mes pensées limitantes? C'était quoi les choses que je pensais qui aujourd'hui se sont réalisées, les choses que je pensais qui ne se sont jamais réalisées, etc. Et toutes ces choses-là, ça représente un peu mon... C'est quoi la différence avec démographique déjà? Démographique, c'est... par exemple, je sais pas, ta créatrice, elle est blanche, elle est belge, elle a quoi, 30 ans. Elle va attirer des personnes qui sont blanches, qui ont 30 ans, qui parlent français, forcément, vu qu'elle parle français. Elle va pas attirer des gens qui parlent anglais si elle parle français, etc. C'est un peu les trucs un peu logiques, mais je sais pas, par exemple, un créateur africain, il va avoir plus tendance à attirer une audience africaine ou noire parce que justement, les gens, ils attirent des personnes qui sont similaires à eux-mêmes. J'ai une question. Les 4 trucs, c'est 4 étapes de l'étude du marché. Séparer l'étude de marché. Mais la plus importante, c'est vraiment l'aspect créateur spécifique. Puis niche, en soi, niche, tu vois, de toute façon, tu vas te poser la question, est-ce que c'est suffisamment niche ou pas? C'est juste pour catégoriser ces différentes choses. Démographique, c'est logique, mais c'est juste pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, je sais pas, si tu as un créateur africain, parfois ça peut jouer en ta défaveur parce qu'il va attirer une audience qui est peut-être africaine. Si jamais tu attires des gens du Nigeria, par exemple, ils vont pas avoir le même budget à investir qu'une audience de France, par exemple, ou de Suisse. Mais donc, c'est vraiment juste le fait d'être conscient de tout ça. Pareil pour la niche. Et puis, le plus important, c'est vraiment créateur spécifique. À savoir aussi qu'une fois qu'on commence à poser des questions à l'audience, on peut aussi se rendre compte que l'avatar client, le type de personne qu'on attire actuellement, c'est pas l'avatar client qu'on aimerait avoir. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on attire que des étudiants ou que des personnes super jeunes. Et du coup, on va se rendre compte qu'on peut pas vendre un high ticket avec des personnes super jeunes parce que personne ne pourra payer ça. Et donc, à ce moment-là, il faut repositionner la brand du créateur en faisant un contenu un peu différent pour pouvoir attirer une audience plus qualifiée, en lançant potentiellement des ads pour attirer une audience plus qualifiée et du coup potentiellement pouvoir petit à petit augmenter les prix au fur et à mesure que la situation de l'audience s'améliore.
Mais il y a toujours une différence entre l'avatar client qu'on a actuellement, donc le type d'audience qu'on a actuellement, et l'avatar client qu'on cherche à cibler. Parce que si jamais l'avatar client qu'on cherche à cibler, je sais pas, c'est des salariés qui ont entre 25 et 30 ans, qui en ont marre de leur job et qui sont prêts à investir un budget, puis qu'on se retrouve à attirer dans notre audience actuelle des étudiants qui ont 18 piges, qui viennent de sortir d'études, c'est souvent qu'au niveau de notre positionnement, de notre manière de parler à l'audience, on s'adresse pas de la bonne manière à notre audience, ce qui fait qu'on n'attire pas les bonnes personnes. Mais donc, cette étude de marché, elle nous permet de comprendre où est-ce qu'on en est actuellement, où est-ce qu'on veut aller. Par exemple, dans tout ce qui va être psychographique, il y a tout ce qui va pouvoir toucher aussi à la honte. Ils ont honte de quoi, par exemple? C'est toutes ces émotions auxquelles on pense pas forcément directement. On pense à la situation désirée, à ce qu'ils veulent, on pense à ce qu'ils veulent pas, mais on pense pas, par exemple, à ce qui peut leur causer du doute, ce qui peut leur causer de la honte, ce qui est leur pensée limitante. C'est des choses qui sont un peu plus profondément, qu'est-ce qui est dans leur subconscient, en fait. Par exemple, je sais que moi, personnellement, j'ai une grande peur de ne pas arriver à mon plein potentiel. Et je sais que si jamais quelqu'un sur les réseaux sociaux ne me parle de cette peur de ne pas arriver à mon plein potentiel, je vais écouter parce que ça m'intéresse, parce que je sais que je l'ai personnellement, mais c'est pas quelque chose auquel on va forcément penser directement parce que c'est un petit peu pas hyper logique. Créateur spécifique et psychographique au niveau des problèmes, doutes, pensées limitantes, etc. C'est un peu similaire, puisque psychographique, on va vraiment aller dans les manières de penser de l'audience. C'est des schémas de pensée. Donc, par exemple, si jamais on leur dit telle chose, de quelle manière ils vont réagir, qu'est-ce que ça va amener comme pensée chez eux. Par exemple, ça, c'est un peu psychographique. D'une certaine manière, c'est cette partie-là. Mais par exemple, croyances limitantes et manque de confiance. Donc, leur expérience, ils ont entendu des gens dire qu'on ne se remet jamais vraiment d'une rupture. Par exemple, ça, c'était justement pour un exemple d'un créateur dans les ruptures, mais qu'on apprend juste à vivre avec la douleur. L'histoire qu'ils se racontent, je vais devoir vivre avec la douleur de cette rupture toute ma vie, car il n'existe pas de solution définitive pour l'oublier. Leur croyance actuelle, la douleur émotionnelle d'une rupture est permanente. On peut seulement apprendre à la tolérer, mais jamais à la surmonter. Notre déclaration pour briser cette croyance, contrairement à ce que l'on vous dit, il est tout à fait possible de guérir complètement après une rupture, blablabla. Bla bla. Mais en gros, c'est des trucs hyper profonds. Mais c'est pas forcément non plus nécessaire d'aller à ce point-là. C'est juste que psychographique, c'est juste comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête en fait. Il y a plein de manières de détailler tout ça, mais toutes ces choses qui sont écrites ici, ça peut devenir une vidéo par exemple. On peut développer chacun des différents sujets. Et puis, mais ça, par exemple, ça c'est une fiche ICP, tu vois, Ideal Customer Profile. Et ça détaille l'entièreté de l'avatar client, sa situation actuelle, sa situation désirée, sa manière de réfléchir, etc., etc. Et la partie démographique, voilà, si jamais le créateur il est blanc, on va attirer plus de blancs. Si jamais le créateur il a 70 ans, il va plus attirer des personnes de 70 ans. Si jamais le créateur. Ouais, c'est ça. J'en ai parlé un peu. Je lui ai dit, tu vas plus attirer des filles de la trentaine qui te ressemblent plutôt que des papis de 70 ans. Quoi. Ça, c'est l'étude de marché, en fait. C'est ce qui va nous permettre ensuite de comprendre toutes les autres différentes parties. Et du coup, tu peux lui parler aussi, en plus de l'étude de marché, de l'analyse des concurrents. L'analyse des concurrents, ça comprend différentes choses et ça comprend, par exemple, stratégie contenu. Ça comprend leur positionnement. Toutes ces choses, en fait, qu'on voit dans l'aspect créateur spécifique, quel type de personne ils ciblent, etc., etc. Quel est leur branding, quel est leur... En fait, juste analyser les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils le font, quelle manière est-ce qu'ils le font, etc., etc. Ça, c'est la deuxième partie de laquelle tu peux parler, qu'on peut aussi un peu rentrer dans cette étude de marché, parce que concrètement, c'est juste récolter des informations chez l'audience, chez les concurrents, pour pouvoir savoir exactement ce qu'on va faire ensuite. Savoir quel type de personnes on va cibler, savoir de quelle manière on va les cibler, savoir avec quel contenu on va les cibler, savoir avec quelle publicité on va les cibler, etc. Ça peut être stratégie contenu, ça peut être analyser les ads, comme je disais, positionnement, le branding. Quand je dis branding, ça comprend toute l'image visuelle, de quelle manière il se présente devant la caméra, quel type de contenu ils proposent. Est-ce que c'est un contenu qui est ultra qualitatif ou est-ce que c'est un contenu qui est hyper simple où juste ils prennent leur téléphone et ils se filment? En fonction de toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut analyser, qu'on peut adapter à notre créateur. J'ai une question. Par exemple, si on va sur l'Insta de quelqu'un, comment on peut voir ses ads? Parce que moi, je les vois que si je slide à travers les stories. Les ads, tu cliques sur son nom d'utilisateur. Sur téléphone, je suis pas sûr que ce soit possible, mais sur PC, en gros, tu cliques sur son nom d'utilisateur. Puis après, c'est en fonction. Certaines personnes vont lancer des ads, c'est les personnes qui lancent des ads, tu verras une petite icône où tu peux trouver leur publicité. Les personnes qui en lancent pas, ça va pas apparaître à cet endroit-là. Et pour être vraiment sûr qu'ils lancent pas d'ads, va sur la Facebook Ads Library. C'est en gros un site qui te permet d'aller voir les ads des concurrents, etc. Par exemple, Adrien, il lance des publicités, mais on les voit pas sur son profil. Est-ce que sur Instagram, on peut chercher par localisation? Par exemple, si je veux regarder, tu vois, la concurrence dans d'autres pays, quoi. Tu peux, mais je dirais que le meilleur moyen d'aller analyser la concurrence, c'est de passer d'abord par YouTube. Parce qu'en fait, les moteurs de recherche de YouTube, ils sont comme Google, en fait. Si tu cherches, par exemple, dans une niche, dans le dropshipping, How to become successful in dropshipping, tu vas trouver plein de créateurs qui t'expliquent ça sur le marché anglophone. Et une fois que tu as trouvé ces créateurs marché anglophone, tu peux aller sur leur Insta,
voir les profils similaires, trouver des profils similaires, etc. Et de cette manière-là, aller analyser. Mais c'est vrai que depuis Instagram, pour aller voir la concurrence marché anglophone, à moins de scroller ou j'en sais rien, c'est compliqué d'arriver vraiment sur ça. Donc je pense que YouTube, c'est le meilleur moyen d'y arriver. TikTok aussi, parce que TikTok, les moteurs de recherche, ils sont beaucoup plus logiques. Par exemple, j'utilise beaucoup TikTok quand je vais dans une ville comme Barcelone. Je vais aller sur TikTok, je cherche Barcelone et ça me donne plein d'idées d'activités, ça me donne plein d'idées de plein de trucs en fait. Parce que c'est. Mais par contre, Instagram, quand tu utilises le moteur de recherche, c'est très vite limité quoi. Tu peux pas faire grand chose. Donc je dirais, ouais, si jamais tu dois trouver des concurrents, TikTok et YouTube. Et ensuite, tu vas sur leur Insta. Mais le mieux, c'est YouTube, quoi. Ok, bon, mais parfait, il y a de quoi faire. Là. J'ai de quoi rédiger un truc intéressant. Là. Après, YouTube, c'est pas le même type de contenu, c'est des vidéos longues. Ouais, bien sûr, mais la plupart des créateurs qui sont successful, ils postent sur YouTube et sur Instagram. Ouais. Donc, si jamais tu trouves leur profil YouTube, tu vas aussi aller trouver leur profil Insta. Et en général, par exemple, YouTube peut marcher sans Insta, mais Insta peut pas vraiment marcher sans YouTube. Ça, c'est faux ce que je dis, mais la plupart des créateurs qui génèrent vraiment beaucoup d'argent, ils mettent YouTube en priorité. Mais il y a un autre truc, étude de marché, analyse des concurrents. Ah oui, et fiche sur l'avatar client. C'est justement la fiche que je t'ai montré tout à l'heure. Mais c'est, j'appelle ça l'ICP worksheet, donc l'Ideal Client Profile Worksheet. Et en gros, c'est l'endroit où tu vas justement détailler désir, peur, besoin, honte, toutes les choses qui peuvent leur provoquer de la honte, problème, façon désirée. Tu peux détailler tellement de choses différentes. Ça peut aller hyper loin. La chose de base, c'est vraiment situation actuelle, situation désirée, le gap. Et dans le gap, il y a leurs problèmes, leurs obstacles, etc. En soi, on pourrait s'arrêter à juste demander à l'audience ce qu'elle a besoin et juste lui vendre ce qu'elle a besoin. Ça pourrait s'arrêter à ça. Dans un cas de comme Stéphanie où elle va coacher des personnes en situation de rupture, on va chercher à trouver ces personnes en situation de rupture et comprendre ce qu'elles cherchent sur Internet, comprendre ce qu'elles écrivent à leurs amis, comprendre ce qu'elles écrivent à leurs parents, comprendre de quoi elles parlent avec leur mari. Et en fait, le plus on peut aller en détail dans toutes ces différentes choses, le plus ce sera simple de les cibler dans notre création de contenu, etc. Parce que si on parle avec les mêmes mots qu'eux-mêmes utilisent et qu'eux-mêmes pensent, là, si on leur parle de la manière avec laquelle ils pensent, c'est super simple de les attirer vers nous. Et donc, c'est vraiment comprendre toutes ces différentes choses pour qu'ensuite, on sache exactement comment s'adresser à eux. Ben oui, ouais, ça me paraît bien clair. Ouais. Mais aussi, ICP Worksheet, un autre détail que je veux juste préciser à ce niveau-là, il y a vraiment, du coup, la situation actuelle de l'audience et il y a l'avatar client qu'on aimerait avoir. Parfois, la situation actuelle de l'audience, c'est pas du tout l'avatar client qu'on veut avoir. Ça veut pas dire qu'on peut pas par la suite commencer à attirer cet avatar client. Parce que si jamais les gens qu'on a dans notre audience ils sont complètement broke, ça va être compliqué de leur vendre un high ticket à 4000 balles. C'est vrai. Ouais.